Salut à tous et demain c'est Saikyo. Le tout nouveau trailer du prochain arc de Dragon Ball Super, à savoir le tournoi de Zeno Survie de l'univers, vient tout juste d'être diffusé à la télé japonaise. Et je pense que vous l'avez déjà tous vu passer sur internet. Mais si ce n'est pas le cas, allez vite en description, je vous mets un lien justement qui vous permettra de voir ce trailer en haute définition. Comme ça, une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez vu, vous comprendrez mieux ce que je vais raconter dans cette vidéo. Je pense que c'est plus pratique de faire comme ça si vous n'avez pas encore vu le trailer. Ce trailer n'arrête pas de faire parler de lui, et c'est normal, à l'intérieur il y a énormément de choses. C'est pour ça que là je vous en fais une PLT, une vidéo pas le temps. Bien sûr que je pourrais parler des heures à propos de ça, c'est pour ça que pour une fois, c'est quelque chose que je fais pas d'habitude pour les vidéos PLT, c'est que je me suis pris toute une liste de notes. D'habitude sur une PLT je la joue plus sur la spontanéité on va dire, c'est ce qui fait un peu la base de ce concept là, pas le temps. Du coup, je vous invite vraiment à venir continuer la discussion en commentaire, mais aussi de comprendre que dans cette vidéo je pourrais pas tout dire sur tout, mais que je vais vous apporter les éléments les plus intrigants du trailer et vous donner pas mal d'apports, de prédictions et aussi d'analyse de tout ce qui s'est passé dedans. Bon, du coup, on va se mettre à analyser d'abord le trailer et à la toute fin, je vous donnerai mon avis un peu plus personnel justement sur tout ça. Alors, le trailer a commencé sur Kyabé, le Saiyajin de l'univers 6. On le voit assez motivé justement au combat, avec une certaine envie de combattre qui se lit sur son regard et qui se transforme ensuite en Super Saiyajin 1. Tout ça va très vite. Mais déjà, la première chose que moi je constate, c'est qu'il va bien répondre et être conforme aux critères d'âge du tournoi. Et bien sûr, vous comprenez que je fais alors référence à Goten et Trunks. Je vous avais dit dans une précédente vidéo, et cela reste toujours valide, que les lois de l'univers pourraient faire en sorte, enfin du tournoi de cet univers-là, pourraient faire en sorte que des enfants ne soient pas acceptés. Et bien sûr, la notion d'enfant est relative à chaque espèce. Donc, on peut alors sous-entendre le fait que Kyabé a peut-être atteint ses 18 ans depuis. Peut-être qu'il avait 17 ans dans le tournoi de Champa et que là il a eu ses 18 ans, comme par magie bien sûr, les petits arrangements des scénaristes. Sachant que l'on sait que ces Saiyajins de l'univers 6 ont un design et ont un physique justement beaucoup plus chétif, c'est-à-dire beaucoup plus maigre et beaucoup moins en grosse musculature comme Goku ou Vegeta. Du coup, l'idée de l'âge reste quand même valide, c'était ça que je voulais vous dire. Parlons du Super Saiyajin 1 de Kyabé. Le voir se transformer dans le trailer en Super Saiyajin 1 ne veut pas dire qu'il n'aura pas de Super Saiyajin Blue ou équivalent. Je reste persuadé, comme je vous ai dit dans le passé sur la chaîne, que Vados l'a entraîné pour ce tournoi-là, ou qu'elle va le faire plutôt. Parce que justement, je suis persuadé encore une fois que à l'annonce des règles de ce tournoi-là, c'est-à-dire que chaque univers perdant verra son univers être détruit, et donc le Akaishin mourra et sera détruit lui aussi, voire même peut-être l'ange, on ne sait pas s'il continuera d'exister ou pas auprès du grand prêtre. Mais en tout cas, le Akaishin va se faire détruire en même temps que son univers qui aura perdu, ça c'est une certitude. Et du coup, Champa et Vados sont bien conscients de tous ces intérêts-là dans le tournoi, qui n'ont pas envie de crever tout simplement. Et ayant vu, je parle de Vados, ayant vu les résultats de l'entraînement de Goku et de Vegeta par Whis, c'est-à-dire le Super Saiyajin Blue, on peut alors être certain que Vados va reproduire la même chose auprès de Kyabé, tout simplement pour éveiller ses potentiels au Ki divin. Ça me paraît tout à fait logique en fait. Et du coup, je pense alors que l'on aura un Kyabé Super Saiyajin Blue, mais pour moi, du fait de son manque d'expérience, du fait qu'il vient à peine d'avoir le Super Saiyajin 1 et tout simplement du fait de sa jeunesse, je pense qu'il aura une forme de Super Saiyajin Blue, mais pas complet. C'est-à-dire que soit il pourra pas la garder longtemps, ou alors ça sera moins puissant. Maintenant, on passe au deuxième personnage que l'on voit dans le trailer. On le voit aussi très rapidement, mais il y a de quoi dire aussi autour de lui. C'est bien sûr Frost. On le voit d'abord en forme de réduction, de base. Ensuite, on le voit passer en troisième forme. Et puis, en forme finale. La deuxième forme est encore une fois éclipsée. Allez savoir pourquoi. Vous allez me dire que c'est pas très utile au combat, la deuxième forme. Mais je vous répondrai que la troisième forme non plus. D'ailleurs, cette deuxième forme qui ressemble justement au General Cold, je la trouvais assez cool à voir, mais malheureusement, ils l'ont pas mise. C'est pas très grave, mais ils auraient pu. Une question, et je suis sûr que vous la posez, c'est il est de retour, c'est-à-dire Frost, il est de retour, mais pourquoi et comment? Parce qu'il avait triché, Champa ne l'aimait pas, du fait justement qu'il a triché à cause de son aiguille empoisonnée, et on a même vu dans les récents épisodes hors série que Kyabé était à sa poursuite à travers l'espace et que Frost était devenu fugitif. Moi je reste sur ma première idée, c'est-à-dire que pendant qu'il était fugitif, Frost a forcément progressé. Il a dû vivre dans de très difficiles conditions, hors de son vaisseau mère peut-être, hors de sa planète sur laquelle il réside, et hors de ses attributs d'empereur de l'univers. Et du coup, en vivant dans cette espèce de précarité et dans des conditions de vie difficiles, je suis sûr qu'il en a profité pour s'entraîner. Et on a très bien vu le fruit de l'entraînement de 4 mois justement d'entraînement sur Frieza, ça a amené la forme Golden.
Et je suis sûr que Frost a obtenu ce type de power-up, tout simplement pour une bonne raison. Je dis similaire au Golden. La logique, vraiment la logique de Dragon Ball voudrait que ça soit une forme Golden et non pas une forme cristal, une forme diamant, une forme argent ou je ne sais pas trop quoi. C'est cool, c'est vrai, mais je pense que logiquement ça devrait être du Golden, à part s'ils veulent se la jouer encore ultra fanservice. Mais regardez l'exemple de Kiabe. On s'attendait tous à voir un Super Saiyajin Green ou je sais pas quoi. Et au final, son Super Saiyajin 1 est identique au Super Saiyajin 1 de tous les Saiyajins de l'univers 7. Après, c'est pas très grave s'ils nous mettent une autre couleur, mais la logique voudrait que ça soit du Golden. Du coup, qu'est-ce qui aurait motivé Champa à récupérer ce déchet qu'est Frost ? Je pense tout simplement que Frost a pu négocier son immunité grâce à son nouveau power-up. Tout simplement car Champa a besoin de force pour ce tournoi-là. Et il doit mettre ses états d'âme de côté. Et si Frost vient d'obtenir un power-up, allez disons au moins similaire au Golden, sachant que le Golden est de puissance similaire au Super Saiyajin Blue. Et je vous parle même pas du fait que Frost a sûrement dû perfectionner cette forme-là. Un Golden Frost alors aurait vraiment ses chances dans le tournoi face à pas mal de monde et pourrait dégager le terrain en fait. Sûrement qu'il perdrait contre un Vegeta ou un Goku, mais il pourrait battre énormément de monde parmi tous les univers. Et ça, Champa est obligé justement de le prendre dans son équipe. Il peut pas dire non à un allié tel que lui. Parce que sinon, bien sûr, on va sûrement lui rajouter quelques terriens dans son équipe. Je pense que Champa préfère avoir un Frost qui est méchant et tout ça dans son équipe, et même qui a triché au précédent tournoi, plutôt que de se ramasser un Botamo ou Magetta. Bien sûr, ils seront de retour, mais c'était pour vous imaginer la situation. Bon, maintenant, on passe à un gros sujet. La fille Broly. Je l'appelle comme ça parce qu'elle a pas de nom, mais c'est pas une bonne dénomination que je dis, c'est juste pour être clair et que tout le monde sache de quoi je parle. Alors on va commencer par quelque chose de très important qui me tient à cœur, et je pense que chaque personne qui est un minimum sensée doit le dire, si elle a une chaîne YouTube, si elle tient un forum, un site ou quoi que ce soit. Tout simplement que Broly n'est pas canon, mais le Super Saiyajin légendaire est en train de devenir canon. Pourquoi est-ce que je dis en train ? Parce que déjà, il faudra voir s'ils appelleront cette forme que l'on a vue sur cette fille le Super Saiyajin légendaire. Ça, ce n'est pas dit. Les traits sont communs, le physique, la musculature et tout ça est commune à celle de Broly. La couleur des cheveux, la forme des yeux, tout est pareil. Même les traits de visage, tout est pareil. C'est vraiment la même chose à voir. Mais rien ne dit que ça sera nommé Super Saiyajin légendaire. Ils peuvent imaginer encore un truc un peu bizarre façon Super Saiyajin Rage, qui pour rappel, ou Super Saiyajin Ikari. À vrai dire, ils font et ils feront ce qu'ils veulent. Bien sûr que c'est un hommage à Broly, ça on peut pas dire l'inverse. Comme je vous ai dit, une fois transformé, son allure, sa carrure et tout ça, même les boucles d'oreilles, les accessoires, les bracelets, que je voudrais vous dire, c'est que c'est surtout la première femme Super Saiyajin que l'on a dans la série de manière officielle. Je vous parle pas de toutes les fanfictions, je vous parle pas de je ne sais pas quel jeu ou je sais pas quoi. Je vous parle de ce qui est vraiment canon, c'est-à-dire tous les tomes de Dragon Ball. Et allez, si vous voulez même, on peut rajouter les guidebooks et tout ça. Et en fait, cette apparition d'une femme Super Saiyajin, légendaire ou peu importe, c'est une transformation Super Saiyajin, ils l'appelleront comme ils veulent après. Ça, c'est historique. Alors c'est vrai que dans je sais plus quel guidebook, il disait, je crois que c'est le guidebook qui fait référence à Dragon Ball GT, il disait que Bra, la fille de Vegeta, avait la capacité, enfin du moins avait le potentiel pour devenir Super Saiyajin, mais qu'à cause de ses choix de vie, la mode et tout ça, elle n'était pas du tout combattante et qu'elle ne le deviendrait jamais. C'était la seule référence à une Super Saiyajin femme qui a été faite soit dans l'œuvre canon, soit dans des produits dérivés qui sont censés expliquer l'œuvre. Et du coup, moi, le fait qu'une femme Super Saiyajin arrive, je trouve ça vraiment super cool. Après, je vais répondre vite fait à la question de Bra et de Pan. Je vous dirais que pour l'instant, dans Dragon Ball Super, ce n'est pas possible, tout simplement pour des raisons d'âge. À la fin de Dragon Ball, toutes les deux sont très petites, aux alentours de 4-5 ans, un truc comme ça. Après, si bien sûr il y a un prolongement de la série, une autre série Dragon Ball et tout ça, c'est une autre discussion, mais pour le moment, il faut oublier Bra et Pan. Au niveau de son nom, à cette fille qui se transforme en ce qu'on va appeler pour le moment Super Saiyajin légendaire pour faire plus facile. On peut tolérer pour le moment le fait que le Super Saiyajin légendaire soit canon. Ça va, on peut dire ça, même si le nom change au final, on est quand même sur quelque chose d'équivalent. Mais du coup, comme je vous disais, au niveau de son nom, j'ai envie de vous dire tout simplement, je n'en sais rien. Mais je suis persuadé que ça ne sera pas un truc du genre Brola, ou Brolina, ou je sais pas quoi, comme j'ai pu lire un peu partout. Ça serait trop débile de leur part. Je pense qu'elle aura un nom original tout comme Kiabe. D'ailleurs, en parlant de Kiabe, je pense que cette fille-là, Super Saiyajin légendaire, vient de l'univers 6. Regardez sa corpulence quand elle est en forme normale, c'est-à-dire cheveux noirs. Regardez ses traits de visage et regardez surtout ses yeux, qui ont exactement la même forme que ceux de Kiabe. Kiabe n'a pas du tout un visage qui ressemble à celui de Goku et Vegeta, et pourtant il est un Saiyajin. Mais par contre ces deux Saiyans-là, Kiabe et cette nouvelle fille, se ressemblent énormément. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un lien de parenté, qu'ils sont frères et sœurs ou quoi que ce soit.
Ça peut, vraiment ça peut l'être. Mais en tout cas, je suis sûr qu'ils viennent de la même planète, du même univers. Et pour aller un peu plus loin là-dessus, je vous ai déjà dit que pour moi, le système d'univers jumeaux, il est un peu mal fait dans Dragon Ball Super, ou alors il a été un peu mal expliqué. Ou alors que son sens n'est pas très clair. Car les univers, d'après ce que j'ai constaté, sont plus des régions ou des espèces de vastes zones dans un univers plus que gigantesque, qui est en fait le multivers, composé de 12 univers. Pour moi, il n'y a pas vraiment de frontières séparant un univers et un autre, c'est juste de grandes distances qui les séparent. Mais au final, c'est le même monde. Les univers ne sont pas des mondes, et pourtant on nous a fait un peu croire que les séparations étaient si grandes que ça en constituait presque deux mondes différents, et qu'à la limite on pouvait juste associer les univers jumeaux l'un et l'autre, mais que des univers impairs ne pouvaient pas s'associer. Et pourtant, on a très bien vu que ce mythe-là est tombé. Beerus, Whis, Goku, tout ça se sont très vite rendus dans le monde, dans l'univers de Zamasu et de Gowasu. Et inversement, Zamasu, Black, tout ça, tout le monde est allé là où il veut. C'est un peu ça la conclusion. Mais par contre, je reste persuadé que quelques règles restent en application concernant les univers jumeaux. Au moins un minimum, sinon ça servirait plus à rien d'en parler. Et je reste alors persuadé que les Saiyajins, les Saiyans, sont une race, ou des races comme vous voulez, exclusives aux univers 6 et 7. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Saiyans ailleurs dans d'autres univers. Mais si on en trouve ailleurs, je suis convaincu que leurs origines proviennent des univers 6 et 7. Ça voudrait dire qu'ils ont migré, c'est tout. Qu'ils ont voyagé d'un univers à un autre, mais qu'ils ne sont pas nés là-bas. Et qu'il n'y a pas d'équivalent de planète Vegeta ou Sadara ou autre, ou plante, dans d'autres univers que les 6 et 7. D'ailleurs, cette fille-là qui vient d'apparaître, cette fille Broly, cette fille Super Saiyajin légendaire, ne ressemble pas du tout aux femmes Saiyajin que l'on a déjà vues dans la série. Prenez l'exemple de l'équipière de Bardock, ou même sa femme et mère de Goku, à savoir Jiné. Le design n'a rien à voir. Les femmes Saiyajin univers 7 ressemblent, vous m'avez compris, aux hommes de leur même univers. Alors, un dernier argument dont je voudrais discuter, à propos de Kiabe, c'est que l'on pourrait alors se dire, oui mais Kiabe a très bien dit dans le tournoi que dans son univers, dans sa planète Sadara, personne, aucun Saiyan ne savait se transformer, ni même en Super Saiyajin 1, et qu'à la limite ça serait lui le tout premier. Mais moi, ma réponse est la suivante. Mais qui dit alors que cette fille savait elle-même qu'elle pouvait se transformer? Un peu comme vous savez le principe des loups-garous. On voit souvent dans les œuvres et tout ça qu'ils se transforment, et quand ils reviennent à la normale, ils ont un peu tout oublié. On peut se baser sur quelque chose de ce type-là. Mais moi, j'ai une deuxième option et elle fait un peu office de prédiction. Je trouve qu'elle colle vraiment au thème de ce nouvel arc de Dragon Ball Super. Je pense que cette fille peut se transformer depuis très longtemps. Depuis, je sais pas, son enfance ou quelque chose comme ça, un peu à la Broly. Mais par contre, rappelez-vous que Broly était contrôlé par Paragus, son père. Eh bien, je pense que elle a toujours été contrôlée et surveillée par les autorités de sa planète. Et même le roi de Sadara doit savoir lui-même ce qui se passe avec cette fille-là, qui peut être un atout pour sa planète, tout comme un danger. Donc vaut mieux la contrôler. Et surtout faire en sorte qu'elle reste tenue sous secret, que personne ne le sache. Voilà pourquoi Kiabe ne savait rien à propos d'une transformation en Super Saiyajin. Et je suis persuadé qu'en l'état actuel, on se profile vers quelque chose comme ça. Maintenant, on va parler de la puissance de cette fille Broly. En termes de puissance, maintenant, on me dit souvent, on m'a beaucoup aujourd'hui posé la question, est-elle aussi forte ou sera-t-elle aussi forte que Broly? À propos de ça, j'ai envie de vous dire que même si elle a un stade de Super Saiyajin légendaire, ça veut pas dire qu'elle aura le même niveau que Broly. Déjà, les scénaristes, les auteurs feront ce qu'ils veulent, ils peuvent remanier totalement la transformation du Super Saiyajin légendaire. Ils peuvent en faire quelque chose de faible, mais ça on sait que non. Ils peuvent en faire quelque chose d'équivalent à Broly. Et ils peuvent en faire quelque chose de vraiment ultra puissant, même plus fort que du Super Saiyajin Blue ou Rosé ou tout ce que vous voulez. Ils sont en train de faire une sorte de reboot, de réécrire le Super Saiyajin légendaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de reprendre la même chose. Ils ne sont pas en train de le réutiliser, ils sont en train de le réécrire, de faire un remake si vous voulez. Ça répond à la question, mais alors si cette fille est plus forte qu'un Super Saiyajin Blue durant le tournoi, est-ce que ça veut dire que Broly est aussi plus fort qu'un Super Saiyajin Blue? Eh bien non, pas du tout. Comme je viens de le dire, on est dans deux contextes très différents. Et un tout petit exemple très simple pour illustrer tout ça, regardez, Goku Super Saiyajin 2 rivalise, fait jeu égal avec Vegeta Super Saiyajin 2, mais dans le tout récent chapitre 20 de Dragon Ball Super, on voit Black, et écoutez-moi bien, en Super Saiyajin 2, qui met une raclée et qui met en sang Vegeta Super Saiyajin Blue. Vous comprenez que alors une transformation n'est pas synonyme d'un niveau de puissance, c'est le potentiel du personnage qui fait tout cela. Donc oui, cette fille peut être beaucoup plus forte que Broly, comme elle peut être beaucoup plus faible. À vrai dire, tout dépend de l'écriture qu'ils voudront en faire. Ensuite, vis-à-vis de cette fille, bien sûr, j'ai mes deux craintes. La première, enfin les deux craintes sont liées, mais déjà la première, c'est comment ils vont justifier le passé, le background et tout le développement,
tout le développement justement de sa transformation. Comment ils vont jouer justement le mythe tout autour du Super Saiyajin légendaire. Et dans tous les cas, il faudra selon moi qu'ils évitent toutes sortes de ressemblances avec Broly. Ils reprendront les mêmes types de mythes et tout ça autour, bien sûr, mais il ne faudra jamais le citer et jamais le mentionner. D'ailleurs, c'est ma deuxième crainte, c'est que Goku reconnaisse sa transformation et fasse mention de Broly. Ça casserait tout pour moi. Surtout que le film de Broly, je vous le rappelle, ne tient pas dans la chronologie de Dragon Ball. Ça ne peut pas rentrer, ça ne marche pas. Donc vous comprenez qu'il y aurait un problème. Comme je vous avais dit, pour moi, la seule solution pour rendre Broly canon, parce que c'est possible de rendre le vrai Broly, entre guillemets, canon, ça serait d'avoir un Broly qui provient d'une autre timeline. Et alors de dire que le Broly que l'on a vu à l'époque, il y a 25 ans, dans le film justement, eh bien, il venait d'une autre timeline. Voilà pourquoi la chronologie ne correspond pas avec celle que l'on connaît. Voilà ce qui permettrait d'expliquer les incohérences. Et là, dans ce cas-là, Broly pourrait totalement devenir canon. Mais je pense qu'ils n'iront même pas jusque-là. D'ailleurs, en parlant de retour de Broly, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. N'hésitez pas à naviguer la chaîne, vous verrez en miniature, vous voyez la tête à Broly avec Hildegard juste derrière. Je vous avais dit que Broly referait son retour dans pas très longtemps sous forme de film. Et je suis sûr que cette fille-là permet d'être un tremplin justement à la réexploitation de Broly dans un film ou un OAV. Une autre chose que je pense que vous dites souvent, souvent depuis que vous avez vu le trailer, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter, Toriyama ne fera pas cette erreur-là, c'est-à-dire de mentionner Broly bêtement, que Goku le reconnaisse. Mais justement, le problème, oui, je suis d'accord avec vous, Toriyama ne fera peut-être pas ça, ni même Toyotaru. Mais le problème, selon moi, c'est que la Toei Animation a pris la main sur cet arc. C'est visible, ça se voit dans le trailer. Et même dans tous les caractères design. Et que Toriyama, du coup, ou même Toyotaru, sont en retrait. Et même Toyotaru qui disait prendre les directives et donner les directives à l'animé, je suis sûr que c'est un peu des conneries au final. Là, c'est vraiment un ressenti propre et personnel. Mais je sens que la Toei Animation impose un peu ce qu'elle veut. Et ce qui va marcher, et uniquement ce qui va marcher commercialement, en oubliant un peu le côté artistique. Et après derrière, une validation de Toriyama permet à ce que tous ces éléments-là soient pris en compte. Et Toyotaru, il devra un peu fermer sa bouche vis-à-vis de tout ça, j'en suis sûr. Alors bien sûr, le commerce est super important, l'aspect financier. C'est ce qui permet de pérenniser une œuvre sur la durée et dans le temps. Mais le schéma actuel de Dragon Ball Super lui permettra pas de perdurer trop longtemps non plus. Car le fanservice c'est bien, mais au bout d'un moment ça atteint ses limites. Alors que de belles histoires et de bons scénarios, au final ça ne s'épuise jamais. Et si aujourd'hui on en arrive à avoir des scènes de fanservice, c'est parce qu'à l'époque c'était des scènes issues de très jolis scénarios, de scènes intenses, de personnages inédits et originaux. Et vous comprenez que là aujourd'hui on est en train uniquement de ressasser le passé, et c'est pas forcément bon. Pourtant moi je suis quelqu'un de très nostalgique, mais là dans ce cas-là, c'est pas très bon ce qu'ils font. En tout cas dans le long terme, à moyen terme ça tiendra. Je vais vous dire un truc pour conclure autour de cette fille un peu Broly, on va dire, Super Saiyajin légendaire. C'est dérivé un peu vers le Super Saiyajin 4. Alors là ce n'est pas du tout une prédiction. C'est plus une idée de débat. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je reste persuadé, et encore plus en ayant vu ce trailer, que quelque chose similaire et proche du Super Saiyajin 4 reste toujours très envisageable, ou quelque chose comme je viens de dire de proche, c'est-à-dire une transformation qui permette de faire évoluer aussi le corps du Saiyajin et non pas que la couleur de ses cheveux. Et d'ailleurs, regardez la transformation de Watagash dans les tout derniers épisodes, là qu'on a eu, 73-74, elles étaient très stylisées comme un Super Saiyajin 4. Regardez bien ce Watagash Barikarn, il avait, je crois que c'était dans sa première forme de transformation, il avait le torse apparent avec une grosse fourrure autour et une musculature assez visible. Et c'était vraiment très proche du Super Saiyajin 4. Ça veut dire aussi qu'ils ne l'ont pas oublié en termes de design. Et je pense que cette introduction-là d'une forme similaire serait très cool du moment où DBGT ne devient pas canon. Ça serait tout aussi débile de rendre DBGT canon que de rendre Broly canon. Mis à part par le biais de nouvelles timelines. Ça me pose pas de problème à vrai dire. Allez, maintenant on va enchaîner sur la suite de cette PLT là parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à en dire. On passe alors sur les deux Zeno. Pas grand chose à développer sur eux, mis à part que je m'interroge sur le fait que l'un soit rouge sur le trailer et que l'autre soit bleu. J'ai pas l'explication là tout de suite, mais comptez sur moi pour enquêter sur le sujet. D'ailleurs, ce côté rouge et bleu, c'est le Akaishin Clown qui a aussi ça sur son pantalon. Il a un côté bleu et un côté rouge. Je sais pas s'il y a un lien, mais ça peut jouer. Surtout quand je vais vous dire après ce que je pense de l'identité de ce Akaishin Clown. Ces deux Zeno-là sont ensuite dans leurs mouvements et leurs expressions de visage identiques. Mis à part que un sourit quand l'autre ne sourit pas, mais bon. À part ça, ils sont identiques. Et ça prouve, je pense, que le grand prêtre doit être de plus en plus exaspéré par le fait d'avoir deux Zeno sur le dos. Et deux Zeno qui s'entendent identiquement bien. Le grand prêtre doit supporter 2 fois plus de conneries qu'avant. Et je suis sûr qu'il doit en souffrir à force. Un petit truc que j'aimerais vous dire, et n'hésitez pas à aller remater le trailer pour constater ça,
c'est que à la toute fin de cette scène avec Zeno, on voit ces deux fameux petits Zénos se rapprocher l'un de l'autre sur une espèce de transparence et s'unir en quelque sorte pour se reséparer juste après et laisser entrer en scène le grand prêtre. Et la manière dont ces deux Zénos se sont rapprochés, je sais pas pour vous, ça m'a énormément fait penser à une fusion Potara. À vrai dire, je pense pas que les deux Zénos fusionneront, c'est juste un petit clin d'œil. Et j'en vois pas l'intérêt techniquement, ils ont déjà les pouvoirs ultimes. Je vois pas du coup à quoi ça servirait. Et en plus, s'il fusionnait, il n'aurait plus son meilleur ami. Il deviendrait lui-même son meilleur ami et au final, le retour au point de départ. Par contre, du coup, et ça vous avez dû le comprendre, ce qui m'a plu derrière, c'est que justement le grand prêtre arrive, le Daishinkan arrive, pile au milieu des deux Zénos, l'auréole illuminée, avec les deux mains recentrées vers le milieu de son corps. Et justement, au moment où il arrive, les deux Zénos se séparent. Et à ce même moment, il envoie comme une vague d'énergie qui devient bleu puis jaune. Et je vous le conseille vivement, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'hier concernant les paroles, les traductions des paroles du dernier générique de fin de Dragon Ball Super, qui selon moi, spoil totalement le prochain arc à venir. Et spoil sûrement le fait que le grand prêtre est le prochain ennemi du nouvel arc tournoi. Et dans cette même vidéo, je vous avais dit hier soir qu'il pourrait alors que le grand prêtre pourra alors en arriver à tuer un des deux Zénos. Comme ça, à la fin d'arc, on n'aurait au final plus qu'un seul Zéno à la tête de la timeline, ce qui semble logique. Bon, du coup, je vais pas m'éterniser sur le grand prêtre vu que j'en ai beaucoup parlé hier soir, et maintenant on va en arriver sur les Akaishin. Ça, c'est aussi un très gros sujet. Je vais vous en parler dans cette vidéo-là, mais sachez que j'ai forcément pas fini d'enquêter sur eux. On en a eu je ne sais pas combien qui ont été révélés avec leurs anges, leurs Kaioshin et tout ça, et ça fait beaucoup de boulot que je ne peux pas réaliser en une seule journée, sachant que le trailer il a été donné aux alentours de 2h du matin. Mais je vais déjà vous donner mon avis global sur eux, vous donner aussi mes pistes, comme ça vous pourrez venir réagir, me dire peut-être que je fais fausse route, peut-être que c'est pas mal et que je devrais encore plus creuser là-dessus, et vous-même vous proposer vos nouvelles pistes. La première chose, et ça c'est une remarque globale qui concerne tous les Akaishin qu'on a vu révéler durant ce trailer, c'est que si vous regardez leurs traits de visage, on a l'impression qu'ils sont tous ou presque traits sur deux, qu'ils ont tous un air un peu hautain, un air un peu fier et tout ça, alors que pourtant ils s'engagent dans un tournoi dans lequel chaque univers perdant, y compris eux-mêmes, seront détruits. Ça me semble un peu bizarre qu'ils ne soient pas plus affectés. Alors peut-être qu'ils ne sont pas au courant justement de ces fameuses règles, et que Zeno va décider en plein milieu du tournoi qu'il détruira. Ou alors, tout simplement, cette règle-là ne sera pas donnée, et dès que le premier univers aura perdu, on verra Zeno qui va péter un univers et qui dira « Ah non, mais ça faisait partie des règles », alors qu'il n'avait pas forcément dit auparavant. Et ça sera alors en plein tournoi qu'on va se rendre compte des règles folles. D'ailleurs, ça ferait bien le lien avec le tout premier trailer de l'arc, là où l'on voyait Zeno détruire un univers, et que l'on voyait Beerus, Goku et Kaioshin être très étonnés. Je pense que ça pourrait très bien faire le lien avec tout ça. Alors comme je vous ai dit, concernant ces Akaishin, j'ai pas du tout fini mes recherches, mais ça me fait déjà très plaisir de vous partager ce que j'ai sous la main. Donc on commence dans cette PLT et j'aurai d'autres vidéos bien plus précises, type prédiction, qui vont vraiment détailler ce que l'on peut faire ressortir de l'identité de ces fameux dieux de la destruction. Alors déjà, si vous avez vu ma toute dernière vidéo ou si vous avez vu les spoilers, on a vu qu'un tout nouvel Akaishin qui avait une tête de nain, une barbe rousse et la peau verte a été présenté. Et que j'avais associé ce Akaishin-là au dieu égyptien Bes. Et dans cette même page du V-Jump, on avait vu ce Akaishin accompagné d'un ange, qui avait un visage assez sérieux et qui était assez costaud et tout ça. Sachez que le V-Jump nous a trompés et que cet ange n'est pas du tout l'assistant de ce Akaishin-là. Regardez bien le trailer, vous allez voir qu'il y a un dieu de la destruction qui a une tête de renard. Regardez quel est l'ange de ce Akaishin à la tête de renard. C'est bien l'ange que l'on a vu dans le magazine, dans le spoiler. Donc cet ange-là n'est pas l'ange qui accompagne l'espèce de nain dieu Bes. D'ailleurs, si vous regardez les espèces de logos sur les vêtements de cet ange et sur les vêtements du dieu Akaishin que j'appelle Bes, vous verrez que ce ne sont pas les mêmes. Mais par contre, comparer ceux du renard et ceux de cet ange-là, ça correspond parfaitement. D'ailleurs, ce renard-là, c'est les mêmes inspirations que le renard dans la mythologie qui a inspiré Kyuubi, celui qui est enfermé dans Naruto. Mais ça, je vous en parlerai très prochainement sur la chaîne. Du coup, moi je me pose une petite question. Pourquoi sur le V-Jump on nous a présenté un ange avec un Akaishin qui n'est pas le sien? Est-ce que c'est juste une coïncidence un peu à la con? Est-ce que c'est juste pour nous faire comprendre que certaines personnes vont s'allier ou que d'autres sont en train de comploter dans le dos de tout le monde? Ça peut vouloir dire tout ça. Et pour le moment, on n'a aucune preuve pour aller dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, passons à l'univers 10, celui de Gowasu, avec le Akaishin qui a une tête d'éléphant. Pour moi, la piste est clairement le dieu éléphant Ganesh ou Ganesha, issu de l'hindouisme. Donc oui, on aurait des inspirations de différentes mythologies autres que la mythologie égyptienne, et ça c'est plutôt cool. On passe maintenant à un dieu de la destruction qui fait beaucoup parler de lui, celui qui ressemble à un clown.
Bien sûr, à première vue, et avec un point de vue très occidental, ça ressemble au Joker et Harley Quinn. Mais mis à part ça, ce clown-là est selon moi aussi inspiré de divinités. J'en ai trouvé 2 ou 3 qui pourraient correspondre à son design, et il y en a une qui va vous étonner. Je pense qu'on est sur une divinité nordique, et je pense qu'on est sur Loki. Et oubliez directement le Loki de votre série Vikings ou du film Thor. Je vous parle de Loki, celui qui est considéré comme étant farceur, celui qui peut se transformer, celui qui joue des tours et qui arrive même à jouer des tours aux plus hautes divinités selon les mythologies nordiques et qui est souvent représenté justement un peu comme le Joker sur un jeu de cartes ou un peu comme le bouffon du roi, ce qui ressemble énormément à un clown. Le mec masqué qui accompagne cette équipe-là m'intrigue énormément. J'ai des pistes, mais là je veux pas non plus vous dire n'importe quoi. Donc bien sûr, il fait penser visuellement à un empereur Sith dans Star Wars, où il m'a aussi fait penser à l'entrée en scène de Slug, le Super Namek, dans son OAV, qui avait une espèce de cape et tout ça sur lui. En tout cas, je pense vraiment que l'on s'approche de ce dont je vous parlais dans ma vidéo d'hier sur l'ending générique de fin de Dragon Ball Super, avec le fameux ange maléfique et le démon bienfaisant. Je pense que là, on est vraiment en train de toucher à ces notions-là. Je vous avais dit hier qu'il manquait des personnages à l'équation, et elles sont en train d'arriver par le biais de ce trailer. Car comme je vous ai dit, le dieu Loki joue des tours même aux dieux. Mais il est aussi dit dans la mythologie nordique qu'il est très souvent là pour aider ces mêmes dieux à qui il a joué des tours et les sauver de situations difficiles. Donc ça pourrait être une double intrigue d'un personnage mauvais par exemple devenant gentil, comme je vous ai dit le démon devenant ange. Maintenant on va passer à cette espèce de Akaishin touffu. Pour le moment je bloque un peu et je fais même appel à vous en commentaire pour me mettre sur une piste. Mis à part qu'il ressemble à un Kuribo dans Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, ça pourrait m'aider de chercher quelles sont les origines de Kuribo pour en arriver aux origines de ce dieu-là, parce que Yu-Gi-Oh! Est inspiré énormément des divinités égyptiennes. Mais en tout cas, je suis persuadé que malgré son design mignon ou je ne sais pas quoi, ou drôle, il a un lien avec une divinité, et comptez sur moi pour la trouver et vous en parler très vite sur la chaîne. Et j'ai envie de vous dire, enfin, on a une déesse de la destruction, une Akaishin femme. Je vous l'avais prédit sur la chaîne aussi il y a 2 jours. Et selon moi, elle peut représenter 3 déesses différentes. Soit tout simplement, comme je vous l'ai dit il y a 2 jours, et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi, elle pourrait être la déesse égyptienne Tauret, la femme et opposée du dieu Bes. Donc on aurait directement, ça correspond avec ma prédiction comme quoi elle serait la jumelle du nouveau Akaishin présenté dans le V-Jump. Ou alors, d'après son design et ses allures, elle pourrait aussi représenter Isis. Mais le problème c'est que Isis dans la mythologie égyptienne est souvent représentée visuellement, graphiquement, de manière très proche de Tauret, donc difficile de déterminer qui est qui. Après, troisième cas, on pourrait aussi avoir une forte ressemblance avec Cléopâtre. C'est vrai que Cléopâtre est très célèbre, mais j'en vois peu l'intérêt dans Dragon Ball Super et pour une Akaishin. En tout cas, une femme Akaishin, je le désirais depuis un moment et c'est bien cool, je trouve qu'ils l'ont fait dans la série. Et je suis très content qu'ils lui ont laissé un design humain et non pas loufoque, un peu bizarre, un peu extraterrestre ou je sais pas quoi. Ça fait du bien à la série d'avoir un personnage féminin puissant. Ensuite, on a le Akaishin robot, et là c'est un peu comme le Akaishin touffu, c'est difficile à dire. J'ai trouvé quelques informations sur les dieux, aux allures un peu robotiques, ou alors certaines créatures mythiques qui ressemblent justement un peu à des robots. D'ailleurs, ça veut pas dire qu'il est un robot, rappelez-vous de Magetta qui n'est pas un robot mais qui est bien une race, une espèce. Et ça serait drôle que ce Akaishin robot soit un personnage féminin, représentatif justement de la déesse Tauret, dont je vous parlais l'opposé de Bes. Rappelez-vous, je vous avais dit que la déesse Tauret peut avoir une forme humaine, proche de Isis, proche de la Akaishin que l'on nous a présentée. Mais je vous ai aussi dit que Tauret peut avoir la forme d'un hippopotame avec un ventre d'une femme enceinte et des seins tombants. Et si vous regardez bien ce robot, il correspond un peu à la description, même pas mal. Du coup, si le robot correspond à Tauret, l'autre Akaishin ne peut pas l'être, et elle serait alors Isis. J'espère que vous m'avez suivi, mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à venir m'éclairer sur quelle divinité pourrait s'adapter à quelle Akaishin, c'est quand même un peu trouble, et il y a beaucoup de divinités qui se ressemblent entre elles, dans les mythologies de notre vrai monde. Ensuite, il y a un dieu de la destruction à propos duquel je peux pas vraiment me prononcer parce que je le vois vraiment très mal. Il y a une mauvaise visibilité sur les screens, même en haute définition, car il est très petit et il est très éloigné en plus. De loin, il ressemble à une espèce de souris jaune, toute petite, mais on voit pas grand chose. En tout cas, la seule chose, c'est que j'ai le pressentiment que cet Akaishin est ultra puissant, voire même le meilleur de tous. Je pense qu'ils vont nous refaire le coup de l'arnaque du plus petit qui est le plus puissant. On avance sur cette PLT qui est très riche en informations, tout comme le trailer, comme quoi avec 13 secondes de trailer, il y a énormément de choses à en dire derrière.
Et on passe maintenant à Krillin, qui est redevenu chauve. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est bien. Je trouve que ce personnage-là a plus d'assurance et tout ça quand il est chauve, et ça me rappelle vraiment la bonne époque de Dragon Ball. Et je suis sûr que Krillin nous donnera du très très lourd pour cet arc tout simplement, et qu'il nous en donnera beaucoup plus que vous le croyez, et beaucoup plus que le personnage de Krillin ne croit en lui-même. Ensuite, désolé de l'appeler comme ça, mais l'espèce de petite grosse qui se bat contre Vegeta, qui est rose avec un espèce de ki aussi rose, le design est pas mauvais en soi. Mais c'est juste que la voir se battre contre Vegeta, ça fait bizarre. On s'attendait à quelque chose d'autre. Mais elle a l'air quand même très cool. Et le premier constat sur elle, c'est tout simplement qu'elle est très forte. Vegeta est en Super Saiyajin 1 contre elle, et il a l'air de faire à peu près jeu égal. Mais je pense qu'au final, il la battra facilement. Par contre, un qui va se faire battre très vite selon moi, c'est l'espèce de loup que beaucoup d'entre vous appellent le loup de Yamcha. Je pense qu'il n'y a aucun lien, peut-être une petite inspiration, mais rien de spécial, contre lequel Goku se bat à la fin du trailer. D'ailleurs, Goku, il est en forme de base, cheveux noirs, et vous avez vu à quel point il enchaîne ce loup. Il lui met des coups dans tous les sens, et je pense vraiment que là, faut se fier au trailer, le loup n'est pas très fort. C'est peut-être même quelqu'un qui fait partie d'un univers qui se fera péter. Alors, vous allez me dire que j'ai pas parlé vraiment des anges et des Kaioshin. Vous avez raison, mais avec la masse, l'énorme masse d'informations qui a été donnée dans ce trailer, en quelques secondes, et ça c'est vraiment drôle, j'ai trouvé que les anges ne m'avaient pas donné de grosses surprises, à part celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais sinon, pas de grosses surprises, ni sur le design, ni sur leur attitude ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que les anges et les Kaioshin ne vont rien faire dans l'arc. Je veux juste vous dire que dans le trailer, rien n'est ressorti de vraiment important autour de ces Kaioshin et anges. On peut en parler bien sûr en commentaire, mais pour la vidéo, ça n'a pas trop d'intérêt pour le moment. On arrive maintenant en fin de trailer et pas loin de la fin de cette PLT là. On voit Goku qui a tout simplement un peu son visage de la motivation. Et là aussi rien de spécial à en dire, mis à part que le fond vert, et n'hésitez pas à les remarquer, qu'il y a derrière lui, me fait beaucoup penser à la timeline de Trunks. J'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Et principalement la timeline de Trunks pendant l'attaque de Goku Black et de Zamasu. Mais bien sûr, je suis sûr que ça n'a aucun rapport. Ça doit juste être un effet de flou de l'auto-animation sur un tout autre lieu. Alors maintenant, je vais être bref et vous donner mes ressentis beaucoup plus personnels et moins d'analyse, on va dire, vis-à-vis de tout ce que je viens de dire et vis-à-vis de ce trailer. Bien sûr, j'ai beaucoup de choses à en dire et je vais faire ressortir 4 ou 5 points majeurs. Déjà, le premier, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de Potara, c'est-à-dire de boucles d'oreilles permettant de fusionner, dans ce tournoi. C'est normal vu que tous les Kaioshin sont là. Du coup, si ça dégénère, si le tournoi dégénère, ce qui est très fort probable selon moi, parce que l'on va se tourner vers un arc de révolte, de rébellion, de renversement du système en interne, de corruption même par des démons Kaioshin, on va se tourner vers tout ça. Il va y avoir une sorte de volonté de renversement de l'ordre divin qui est en place, à savoir Zeno, qui va arriver d'un côté ou de l'autre, c'est obligé. Et du coup, si ça dégénère comme ça, Goku et Vegeta auront forcément recours à la fusion, car tout simplement ils ne sont pas au niveau. Et même en fusionnant, pour moi, à l'heure actuelle, on est le dimanche 22 janvier 2017, ils ne sont pas au niveau pour combattre un ange même en fusionnant. Mis à part des fusions de Goku et Vegeta, on peut imaginer celles d'autres mortels qui sont eux-mêmes accompagnés d'autres Kaioshin, et pourquoi pas ils ont pu sympathiser tout au long de leur histoire avec leurs Kaioshin. Regardez Goku et Vegeta, ils ont sympathisé avec Kaioshin, pourquoi pas dans les autres univers? D'autres mortels ont déjà pu fusionner dans le passé, on ne sait pas. Et on pourrait avoir des fusions de dieux, et pas des fusions de dieux un peu bizarres comme Zamasu, parce que c'était un dieu possédant un mortel, c'est un peu bizarre. Là, je vous parle des vraies fusions divines, des fusions d'anges. On pourrait avoir du Whis et Vados qui fusionnent, ou 2 autres anges inconnus qui fusionnent. Tout ça pour lutter contre un grand prêtre, contre des gardes de Zeno, contre des démons, contre un Kaioshin, sachant que les fusions de dieux sont à durée illimitée, rappelez-vous. Mis à part si un dragon vient annuler. Mais en termes de limitation de temps, c'est illimité. On pourrait avoir aussi une fusion de Akaishin, pourquoi pas? Rappelez-vous, Kaioshin et Kibito ont fusionné. Alors pourquoi pas des Akaishin ne le feraient pas? Et par exemple, la fusion des 2 plus forts Akaishin doit bien pouvoir tenir tête au plus faible de tous les anges. Je suis persuadé que oui. Après, une autre chose bien sûr qui m'a interpellé, ça je vous en ai déjà parlé dans la partie analyse, c'est le mec qui porte une capuche qui accompagne le Akaishin clown. Alors bien sûr, il y a plein de chemins qui peuvent être pris. Ça peut être un méchant, ça peut être un gentil, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un ange, ça peut être un ange déchu de un des 6 univers détruits par Zeno. Parce que remarquez bien que tous les Akaishin sont en groupe de 3, tandis que c'est le seul groupe à 4. Donc ça pourrait être une divinité qui se cache pour telle ou telle raison. Mais moi j'ai aussi pensé à un contexte, comme quoi le trailer nous mettrait un peu dans l'ambiance et dans la hype un peu pour rien, c'est-à-dire que ce mec à capuche là aurait été ramené par le Akaishin Clown, et qu'en fait ce mec à capuche est tout simplement son meilleur combattant. Et que le Akaishin Clown, c'est-à-dire je vais l'appeler le Akaishin Loki, l'aurait ramené juste pour faire le beau, en disant regardez quel est mon meilleur combattant. Vous savez, comme dans les conférences de boxe par exemple, les conférences de presse.
C'est un peu la démonstration de qui sera le plus fort. Et il se pourrait bien que dans tous les Hakaishin, il y en ait un qui soit très vaniteux, qui aime faire le beau, qui aime se montrer. Mais du coup, ça reste assez flou pour le moment, on a peu d'éléments pour statuer là-dessus. Ça peut être encore une nouvelle fois un nouvel apprenti de Kaioshin, mais ça ferait un peu répétition justement de Zamasu. Mais forcément, si ce mec-là porte ces espèces de gants, porte la capuche, et qu'en plus c'est le seul groupe dans lequel ils sont 4, forcément qu'il aura une importance dans le scénario du prochain arc. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis sûr que c'est en lien avec les paroles du générique de fin de Dragon Ball Super, l'ending numéro 7 dont je vous ai parlé ce matin en vidéo. Une autre interrogation que j'ai eue en voyant le trailer, c'est où est-ce que se trouve Hit? À vrai dire, c'est aussi normal que l'on ne le voie pas, parce que dans ce tournoi, il y a quand même 120 combattants, je vous le rappelle. Donc, ils ont choisi qu'ils voulaient nous montrer. Mais c'est bizarre que l'on n'ait pas vu Hit, sachant que c'est un personnage très vendeur. Ils auraient pu enlever Frost ou enlever Kiabe et nous montrer Hit. Ou alors, peut-être qu'au Japon, ce sont Hit et Frost qui sont les plus populaires, je ne sais pas. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas Hit sur le trailer qu'il n'y est pas dans le tournoi. Ils ont seulement sélectionné les personnages qu'ils voulaient vous montrer, pour vous les vendre, pour vous vendre la série, c'est juste ça. Et après, un ressenti personnel aussi, c'est que ce trailer-là, il ressemblait énormément, vraiment énormément, à un trailer du jeu vidéo Dragon Ball Heroes. C'est-à-dire un trailer très court, très dynamique, avec une musique qui vous reste dans la tête, dans lequel vous voyez un enchaînement de personnages dans des zones de combat qui restent assez floues et que tout au long du trailer, c'est un enchaînement de transformations. Et donc, au final, et avant de conclure et avant de vous poser une question, je vous dirais alors que ce trailer-là m'a tout de même hypé, même si vous avez peut-être eu l'impression que j'en faisais des critiques, mais pas vraiment. J'attends. En fait, j'attends. Avant de juger, je veux voir ce qu'ils vont en faire, tout simplement. Et que, en même temps, le contexte dans lequel j'ai découvert, c'est-à-dire ce matin, aux alentours de 2-3 heures du matin, bien fatigué et tout ça, en pleine préparation, finalisation de vidéo. En plus, juste après un épisode hors série dont on n'attendait rien, ça m'a fait un peu bizarre et c'était même un peu choquant. Mais mis à part ça, je reste assez positif vis-à-vis de la suite de cet arc-là. Et j'espère qu'ils ne merderont pas sur certains détails comme la révélation d'un Broly qui serait vraiment malvenu dans la série ou ce type de choses. Maintenant, avant de vous laisser les devins, j'aurai une question pour vous. D'après vous, est-ce que cet arc-là est synonyme et amène la fin de Dragon Ball Super et la fin de Dragon Ball? Dites-moi ça en commentaire. Tout simplement parce que ce tournoi, c'est une démonstration de pouvoir. On le voit bien, rien que par le trailer qui dure une dizaine de secondes. Toutes les divinités les plus importantes sont là. Visiblement, un ennemi encore plus cheaté que Gata Zamasu va arriver et va pouvoir causer des problèmes à tous ces dieux-là. Donc, on a vraiment l'impression d'atteindre des sommets. Moi, bien sûr, j'ai une réponse qui est bien faite et je vous la donnerai très bientôt en vidéo. Du coup, je suis curieux vraiment de lire ce que vous en pensez en commentaire. Je viendrai vous lire et vous y répondre comme d'habitude. Je réponds à tous les commentaires que vous me laissez. N'oubliez pas ça, je réponds vraiment à tout le monde. Mais la réponse à cette question-là, à savoir est-ce que c'est la fin de Dragon Ball, je vous la ferai principalement en vidéo, peut-être dans la semaine ou au pire d'ici 15 jours quoi. Ça va pas tarder à arriver. Ça dépendra un peu de la quantité de news et d'infos de spoilers que l'on aura et dont j'aurai à traiter sur la chaîne. Du coup les devins, je vais alors maintenant vous remercier et vous laisser sur ces mots. Vous conseiller de checker la chaîne assez souvent, voire même de vous abonner pour être informé et avoir les notifications parce que je vais poster beaucoup de vidéos à propos de ce nouvel arc. Je vais le décrypter énormément, faire beaucoup d'analyses, même au cas par cas, Hakaishin par Hakaishin, beaucoup de choses comme ça. Du coup n'hésitez pas à faire cela si vous voulez en savoir plus. Maintenant je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.